Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me semble très intéressant. Ça concerne ce qu'on appelle les PINS, Physics Informed Neural Network. Bon, c'est un en fait type de modèle d'intelligence artificielle qui combine, on va dire, les techniques de deep learning et des lois en fait de la physique. Et donc, comme c'est un sujet qui est très important, notamment dans des domaines comme les sciences de l'ingénieur, dans tous les domaines, notamment les mathématiques appliquées, la finance et pas mal de domaines. L'idée, en fait, c'est quoi? C'est que dans la pratique, c'est que parfois, on peut créer ce qu'on appelle des modèles pilotés par les données, c'est-à-dire qu'on peut entraîner à travers un dataset qu'on va avec l'expérimental, avec des données de l'expérience. Alors ça, c'est clair que il est évident que les réseaux de neurones artificiels, notamment, sont capables de, on va dire, de représenter n'importe quel modèle, aussi complexe que soit-il, à condition d'avoir les données représentatives, c'est-à-dire avoir une bonne stratégie de collecte de données, avoir c'est-à-dire une bonne qualité de données, une grande quantité de données souvent parfois. Donc souvent, ça c'est du modèle qu'on a l'habitude d'utiliser, notamment en machine learning, en deep learning. Donc il y a pas mal de modèles qu'on utilise à ce niveau-là. Mais il faut pas oublier que de l'autre côté, parfois dans le domaine de la physique, dans les mathématiques, dans d'autres problèmes, parfois on utilise des modèles pilotés par on va dire des modèles analytiques, c'est-à-dire parfois on connaît la formulation mathématique du problème. Mais sauf que la formulation qui est établie en mathématiques, c'est que souvent il y a beaucoup d'hypothèses, parce que parfois c'est très difficile, mathématiquement parlant, c'est très difficile de modéliser un phénomène complexe sans poser beaucoup d'hypothèses. Donc, il dit que donc le modèle, quand il est établi mathématiquement, il faut toujours mettre dans la tête, le modèle ne représente pas vraiment de la réalité, c'est-à-dire c'est une représentation rapprochée. Donc d'un côté, vous avez des modèles physiques qui sont basés sur des hypothèses qui sont, on va dire, approximatifs. Et de l'autre côté, vous avez des modèles pilotés par les données qu'on peut essayer de créer à travers des données de l'expérience. Mais en même temps, en fait, les données, quand vous utilisez des données de l'expérience, il y a le problème en fait on va dire des bruits. C'est-à-dire parfois les données sont bruitées. Il se peut qu'il y ait des capteurs qui ne captent pas la bonne information et du coup donc on se retrouve dans un dataset où on va trouver parfois des outliers. On peut trouver donc des données qui sont erronées et parfois on va dire des bruits. Et donc ce qui fait que si on construit un modèle purement piloté par les données, donc on risque d'avoir un modèle qui est un peu qui est perfectible, c'est-à-dire qui n'est pas réel. Quoi, tout simplement parce qu'il est influencé par la présence du bruit dans les données, c'est des données bruitées. Et d'un autre côté, vous avez, si vous utilisez le modèle en fait de la physique, on va dire le modèle analytique, la même chose, c'est un modèle rapproché parce qu'il y a des hypothèses, on suppose des choses. Alors, l'idée principale des PINS, Physics Informed Neural Network, c'est comment, on va dire, comment informer en fait un modèle piloté par les données par la physique. Donc, autrement dit, comment utiliser un modèle hybride, faire une hybridation entre le modèle piloté par les données et le modèle piloté par la physique ou bien piloté par on va dire le modèle mathématique si vous voulez. Et donc, comment on va les associer de façon à créer un modèle qui représente mieux la réalité que si on utilise chacun de part. C'est-à-dire chacun à part. Alors, en fait, ça c'est le sujet. Donc, c'est un sujet qui est très intéressant. Comme d'habitude, j'essaierai d'être un peu plus pédagogique. Donc, j'essaierai de faciliter la compréhension de cette problématique parce qu'il y a beaucoup de chercheurs, surtout, qui font de la recherche dans différents domaines, dans tous les domaines. Donc, globalement, ça c'est un sujet vraiment qu'il faut maîtriser, qu'il faut connaître parce que ces dernières années, donc il y a beaucoup de productions scientifiques, beaucoup de publications qui se font à travers c'est-à-dire ces modèles.
Alors, on va essayer de voir, donc, pour vous expliquer les concepts de base. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est pour faciliter, donc je vais partir d'un exemple très simple, un petit exercice, on va dire, de physique, genre, en fait, c'est des problèmes qu'on a eu l'occasion de résoudre en fait en physique au lycée ou autre, notamment en faculté, ou c'est-à-dire les sciences en enseignement supérieur. C'est que on va supposer que par exemple vous avez par exemple on veut lancer un projectile par exemple, un projectile, une boule par exemple. Et puis donc pour la lancer, donc on suppose qu'il y a un bonhomme qui va lancer cette boule ou bien ce projectile. Et donc vous avez une vitesse v0 et après vous avez un angle alpha. Donc on va essayer de pousser, euh, voilà, vous lancez un petit ballon par exemple comme ça, avec une vitesse v0 et un angle alpha. Et puis donc forcément donc cette boule il aura une trajectoire normalement. Alors maintenant, pour faciliter, donc supposons je voudrais retrouver l'équation mathématique, on va dire l'équation de physique, qui permet de déterminer la hauteur, on va dire du projectile, en fonction du temps. C'est-à-dire sachant un temps x, je voudrais savoir ma boule va se retrouver à quel point. Alors donc si vous cherchez dans on va dire le modèle de Newton ou bien les équations de Newton. Alors vous allez trouver cette formulation. Normalement, c'est des équations différentielles. C'est très important parce que la majorité des problèmes de physique sont exprimés sous forme de ce qu'on appelle l'équation différentielle. Et donc, si vous cherchez donc la loi de Newton, donc vous allez trouver en fait la dérivée en fait dh, la dérivée de la hauteur par rapport au temps. Ça va être c'est V0 sinus alpha. Donc c'est la vitesse V0 fois sinus alpha, c'est cet angle-là. Et normalement, V0 sinus alpha, donc ça va vous donner en fait donc ça va donner en fait on va dire ça permet de définir donc la vitesse avec laquelle en fait votre boule va se déplacer en quelque sorte. Alors supposons que forcément alpha égale on va dire à pi sur 2. Supposons que vous la lancez comme ça verticalement, pi sur 2, c'est-à-dire 90 degrés. Alors si vous la lancez, eh ben, forcément vous allez avoir sinus alpha ça va être 1, c'est-à-dire que la vitesse avec laquelle vous allez lancer ça va être v0. Et maintenant, si vous supposez qu'il n'y a pas de pesanteur, ce qui n'est pas le cas, s'il n'y a pas en fait de gravité, s'il n'y a pas de la force de pesanteur, alors forcément, donc votre boule, il va voler donc jusqu'à l'infini. Donc avec cette vitesse, il va jamais s'arrêter. Vous voyez, donc ça c'est un modèle, c'est purement théorique, mais dans la pratique, c'est qu'à un moment donné, vous allez lancer, à un moment donné, il va revenir. Donc c'est pour cela que en fait, vous avez ici un autre terme qui va dépendre de la force de gravité, c'est la pesanteur. Donc si moins g, bon g c'est 9,8, donc c'est la force de pesanteur, vous vous rappelez. Et puis donc fois le temps. Donc vous voyez, donc ça c'est, on va dire ça c'est pour si je m'intéresse que à l'expression de la hauteur, c'est-à-dire de y en fonction du temps. Mais également, vous pouvez toujours voir la formulation de si on veut déterminer, par exemple, la position x par rapport au temps. Bon, ça va être la même chose, mais l'objectif pour moi, c'est de vous donner quelque chose de plus simple. Et par la suite, donc, on pourra avoir des problèmes à plusieurs variables, etc. Donc, techniquement parlant, si vous essayez, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez facilement démontrer, donc c'est pas compliqué. Donc, quelqu'un qui a un niveau de physique de base, on va dire, donc il va vous exprimer donc cette expression de façon très simple. Alors, maintenant, quand vous avez une équation différentielle comme celle-là, qui est très simple à résoudre, alors si vous voulez déterminer donc en fait la hauteur en fonction du temps, alors ça, normalement, c'est une formule, c'est-à-dire qu'on peut résoudre analytiquement, et vous pouvez donc trouver que h, il va dépendre, c'est moins 1 demi gt au carré, plus v0 sinus alpha t plus h0. Alors en fait, h0, on va dire, c'est ce qu'on appelle les conditions initiales. On va supposer qu'au départ, à l'état t égale à 0, en fait,
notre projectile ou bien notre boule se trouve dans la hauteur h0, par exemple, ici égale 1 mètre. Et du coup, donc, normalement, voilà la solution analytique. Alors, généralement, bon, un physicien, c'est-à-dire quand il trouve des formules comme ça, eh ben, tout devient simple. Après, on peut facilement résoudre le problème. Mais le problème, c'est que quand on regarde bien le modèle, c'est que ce modèle-là, il a été établi en se basant sur un certain nombre d'hypothèses. Alors, par exemple, ici, on va négliger le vent. On va supposer qu'il n'y a pas de vent. On va supposer, par exemple, qu'on va négliger en fait, la poussée d'Archimède, c'est-à-dire les frottements en fait, de la balle par rapport à l'air. Donc, on va négliger les frottements, etc. Donc, c'est-à-dire ici, ce modèle-là, c'est un modèle analytique, c'est un modèle physique, mais qui est basé sur un certain nombre d'hypothèses. Par exemple, ce modèle-là, il suppose que soit vous lancez une petite boule, ou bien une grande boule, ou bien un grand ballon, ça va donner les mêmes résultats. Alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que si vous avez un grand ballon, forcément, il y a le vent, il y a l'air qui va intervenir, etc. Donc, si vous voyez donc dans la pratique, le modèle en réalité physique, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on est en train de faire. Mais vous voyez donc la majorité de, de- des physiciens, des électroniciens, des électriciens, des mécaniciens, etc. Donc, généralement, ils ont toujours une formulation. Donc, une fois qu'ils supposent que cette formulation elle est établie, donc c'est un modèle rapproché. Et donc, on peut l'adopter. Donc, et de toute façon, ça nous donne un peu une approximation de la réalité. Donc voilà, donc ici on va supposer que V0 c'est la vitesse initiale et G c'est l'accélération de gravité ou bien c'est la pesanteur, la force de pesanteur. Donc autrement dit, donc si on veut établir un modèle analytique, le problème est réglé. Ben, notre modèle, eh ben, on va lui donner un temps t. Bon, si je connais le temps t, donc un instant t, ben, je peux calculer donc la hauteur en fonction du temps. Bon, ça c'est le modèle analytique. Alors, ça c'est le modèle piloté par la physique. D'accord? Alors euh, maintenant, je voudrais faire quand même l'expérimental. Donc, je voudrais maintenant, cette fois-ci, donc, supposons, je n'ai pas le modèle physique et je sais que le modèle, euh, peut-être, il ne représente pas la réalité. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire l'expérimental. Donc, je vais collecter, j'ai une stratégie de collecte de données qui va me permettre donc de mesurer expérimentalement, c'est-à-dire la hauteur c'est-à-dire de la balle en fonction du temps. Et donc ça, quelque chose qu'on peut faire dans les laboratoires, on peut utiliser des capteurs, on peut utiliser donc un certain nombre de choses qui permettent de nous renvoyer bien sûr la position de la boule en fonction du temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut utiliser donc des, plein de techniques, mais ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie de collecte de données. C'est-à-dire, si vous voulez faire l'expérimental, il faut une stratégie, il vous faut en fait définir quelles sont les techniques, les capteurs et quels sont les outils que vous devrez utiliser pour collecter les données. Et donc, si vous faites ça, on va supposer que maintenant vous avez, par exemple, ici vous avez un temps qui varie de 0 jusqu'à ça, c'est le numéro, donc je vais ignorer ça, c'est pas. Alors, j'ai le temps qui varie de 0 jusqu'à 2 secondes. C'est-à-dire, je m'intéresse uniquement à ce qui se passe pendant les deux secondes. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai le temps, j'ai l'expérimental. Alors, supposons que à t égale à 0, en fait, le capteur m'a renvoyé comme quoi la hauteur, c'est 1,88. Donc, si par exemple, j'ai à l'instant t égale à 0, donc j'ai la valeur expérimentale, c'est 1,88, alors que ici, c'est-à-dire le modèle physique, il me donne 1. Bon, ça c'est normal, si t égale à 0, si vous remplacez t par 0, ça va vous donner c'est h0. Et dans notre cas ici, on suppose que h0 égale à 1. Et ainsi de suite. Donc pour 0,2 secondes, j'ai mesuré, donc j'ai la balle, elle est à une hauteur de 3 mètres. Et puis le modèle physique, il me dit qu'il y a 2,8. Donc vous voyez, donc il y a un décalage entre la réalité, entre on va dire ce que je mesure expérimentalement, et les données de mon modèle physique. Et après, jusqu'à présent, on ne sait pas encore quel est le plus fiable. Peut-être ici, c'est des données bruitées, donc si le capteur ne fonctionne pas, il va me donner une valeur qui est erronée.
Et donc, l'essentiel, c'est que vous avez deux approches. Vous avez une équation différentielle. Alors, ça, je l'ai pas dit tout à l'heure parce que souvent, dans les problèmes de physique, nous avons les équations différentielles et que parfois, c'est des équations différentielles qui sont très difficiles à mesurer analytiquement. C'est-à-dire, si vous voulez avoir, par exemple, la solution analytique, c'est très compliqué. Et donc, souvent, on fait appel à des méthodes numériques comme les éléments finis ou bien les différences finies, et avec lesquelles parfois on fait des calculs numériques qui permettent donc de résoudre l'équation. Mais ici, donc, on va voir qu'en fait, on n'a pas besoin parce que le plus important pour nous, c'est l'équation, plutôt l'équation différentielle, c'est-à-dire la dérivée de la sortie par rapport à la variable d'entrée. C'est ce qui nous intéresse. Et donc voilà, donc ici, bon, je suppose que ici donc ça c'est le modèle physique, ça me donne ces résultats. J'ai le modèle expérimental qui me donne ces résultats. Alors si je représente déjà les points, on va dire le nuage de points expérimental, donc je vais trouver donc ces points qui sont en rouge comme ça, ce que vous voyez ici. Ça c'est l'expérimental, les valeurs expérimentales. Et puis, si je représente le modèle physique comme le modèle physique, donc c'est une formulation, donc ça me donne ce que vous voyez là en pointillé, c'est la solution exacte. Bah, ça c'est une autre histoire. C'est que généralement, un mathématicien ou bien un physicien, quand il vous parle de la solution analytique, il vous parle de la solution exacte. C'est-à-dire, il suppose que la solution analytique, elle est exacte. Mais en réalité, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que la solution qui est dite exacte, c'est une solution qui est basée sur des hypothèses. Il se peut que si c'est-à-dire, il se peut que la solution expérimentale qui est exacte. En réalité, si on fait une bonne collecte de données, la solution exacte, c'est ce qu'on voit dans la réalité, c'est-à-dire c'est l'expérimental. Bon, donc ça c'est la solution physique, c'est ce que j'appelle ici la solution exacte. Donc ça c'est le modèle physique, donc ça me donne donc cette courbe-là. Et puis quand je représente maintenant après, donc si je prends ce dataset là, ici, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Ben je prends ce dataset, je crée un modèle de deep learning. Bon, c'est très simple. On peut facilement créer un modèle, c'est-à-dire un modèle de réseau de neurones avec un certain nombre de couches, ça, ça vous le savez. Donc, vous créez un modèle de réseau de neurones et après, vous pouvez l'entraîner avec ce dataset. Une fois qu'il est entraîné, bah, tout simplement, on va lui donner un temps t, il va nous déterminer donc h de t. Donc, c'est une régression. Et ça, on peut le faire. Donc, vous voyez, donc, vous avez deux modèles. Un modèle physique. Donc là, il y a véritablement une formulation analytique. Et après, vous avez un modèle piloté par les données qu'on peut entraîner, ce qu'on appelle le modèle piloté par les données. Et donc, quand vous allez entraîner le modèle piloté par les données, vous allez obtenir un modèle. Peut-être vous allez le valider et vous allez obtenir des 0,99%, des choses comme ça. Mais la même chose, il se peut qu'il y ait des points, il y a des mesures qui sont fausses. C'est ça le problème, c'est que dans votre modèle piloté par les données, il se peut qu'il y ait du bruit. Et donc, comme vous avez des données bruitées, ils vont fausser en quelque sorte le modèle. Et parfois, quand vous avez, par exemple, ça fausse le modèle, vous allez avoir ce qu'on appelle des outliers. Parfois, il y a des mesures qui ne sont pas normales. Alors, généralement, un data scientist doit être capable de savoir, de justifier ces outliers et de déterminer, donc, c'est-à-dire, enfin, l'origine, soit, et après, il décide soit de les supprimer, parce qu'il faut justifier vraiment que ça soit c'est-à-dire des données anormales, ou tout simplement, dans la majorité des cas, on peut pas les détecter, donc, et du coup, donc, ils vont rester dans le dataset pendant l'entraînement. Et donc, ces outliers-là, ils vont pousser votre modèle à tomber dans le overfitting. Donc, ici, qu'on voit en rouge, donc, c'est le modèle piloté par les données. Et quand je le représente, je vois bien que le modèle, il suit les points de l'expérimental au maximum. Bon, il va pas passer par tous les points. Alors ici, ça peut être très bon, mais ça n'a pas l'air d'être bon. Bon, déjà, on voit que ici, donc alors je vais effacer ça. Vous voyez donc le modèle qui est en rouge, donc c'est le modèle piloté par les données.
Et donc, pour le moment, je vois clairement que ça, c'est un overfitting, c'est-à-dire un surapprentissage. Justement, ce surapprentissage, il est parfois attiré par les données bruitées. Alors forcément, pour éviter le surapprentissage, vous savez, il y a des techniques qui sont souvent utilisées. Et donc, l'essentiel, c'est que vous avez un modèle qui est en quelque sorte juste à un certain nombre, à un certain niveau. Et puis, par la suite, l'idée principale, c'est de dire, voilà, j'ai un modèle analytique, je lui fais pas trop confiance parce qu'il y a des hypothèses. D'un autre côté, j'ai un modèle qui est purement piloté par les données. La même chose, donc je vais pas lui faire confiance parce il se peut qu'il y a des données qui sont bruitées, c'est-à-dire dans des données, le dataset contient des données erronées. Et donc l'idée principale, c'est de chercher un modèle, ce que vous voyez là en bleu. Donc ici, donc on va utiliser le modèle piloté par les données, mais qui va essayer de respecter la physique. Donc c'est ça l'idée principale, c'est-à-dire créer un modèle, un réseau de neurones artificiel, mais qui va essayer de respecter la physique. Donc c'est pour cela qu'on va dire c'est comment injecter la physique dans les réseaux de neurones. Donc en quelque sorte, donc c'est ce qu'on va essayer de voir. Alors comment techniquement comment on va faire ça? Ben, le principe c'est simple déjà, donc ça vous le savez. Le principe des réseaux de neurones artificiels, généralement, c'est de créer un ensemble de couches de neurones. Donc, vous avez, ici dans notre cas, vous avez par exemple, en fait, en input, c'est le temps, donc c'est un neurone ici. Et après, vous avez des couches cachées dans lesquelles vous mettez un certain nombre de neurones. Et puis, donc, ces neurones sont liés par des connexions. En fait, c'est des connexions qui ont généralement ce qu'on appelle un poids. On va dire c'est des paramètres du modèle. Et donc, en quelque sorte, vous allez trouver toujours bon, ça c'est. Je vais pas rentrer dans le détail des réseaux de neurones, donc je vais supposer que vous connaissez ce que c'est les réseaux de neurones artificiels. Donc, vous avez ici donc c'est-à-dire un réseau, par exemple neurones, dans lequel vous avez des poids, des paramètres. Chaque connexion, il a un poids. Donc, ça c'est les poids des connexions. Il y a aussi les billets. Et donc, quand vous faites l'entraînement, bah, quand vous faites l'entraînement, eh bien tout simplement, déjà, quand vous utilisez des couches cachées ou bien des neurones, vous avez, vous allez d'abord utiliser, en fait, un neurone, il fait une opération de la sommation. Par exemple, si je prends ce neurone-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre cette valeur-là multipliée par ce poids, plus cette valeur multipliée par le poids, plus valeur multipliée par le. Il va faire ce qu'on appelle une sommation pondérée. Et puis, il y a une fonction d'activation. En fait, la fonction d'activation, c'est une fonction qui va introduire la non-linéarité dans le modèle. Et généralement, dans les fonctions d'activation, donc il y a pas mal de fonctions d'activation qui sont utilisées, comme par exemple les sigmoïdes, comme par exemple tangente hyperbolique, Ténich. Donc ça, c'est des fonctions qui sont assez connues. Vous avez softmax, vous avez pas mal en fait, de fonctions d'activation qui sont utilisées quand vous allez construire un modèle basé sur les réseaux de neurones artificiels. Mais il faut juste rappeler que c'est-à-dire ces fonctions d'activation permettent d'introduire la non-linéarité dans le modèle. Parce que si vous n'avez pas ces fonctions d'activation, vous allez finir par avoir un modèle linéaire. Or, les problèmes généralement sont non linéaires, c'est-à-dire les problèmes complexes, c'est des problèmes non linéaires. C'est pour cela que les réseaux de neurones artificiels sont très forts pour modéliser donc des phénomènes complexes, c'est-à-dire de différentes problématiques. Donc, une fois que on construit le réseau de neurones, après on fait l'entraînement. Et bien, pour faire l'entraînement, bon, le principe, c'est quoi? C'est tout simplement l'idée principale, c'est voilà, d'utiliser ce qu'on appelle une fonction un optimizer, ou bien une fonction d'optimisation comme Adam, comme Stochastic Gradient Descent. Alors, généralement, c'est des algorithmes. L'idée principale, c'est quoi? C'est que ces algorithmes, tout simplement, bah, on va donner le input, il va nous donner le output. On prend le output moins le input, on a l'erreur. Et puis donc, en fonction de cette erreur, on va essayer de faire ce qu'on appelle la rétropropagation. Et on va essayer donc bien sûr, de calculer les gradients.
et de déterminer, de changer les poids. Donc, c'est-à-dire cet algorithme, il va commencer à chercher les bons réglages, les bons poids des connexions qui permettent de minimiser l'erreur. Donc, c'est-à-dire je refais plusieurs époques, plusieurs itérations. Et à chaque itération, je change les poids des connexions jusqu'à ce que je trouve le réglage, on va dire les poids, qui minimise l'erreur. C'est-à-dire qu'une fois que l'erreur devient minimale, après on va dire maintenant notre réseau, il a appris. Bon, et du coup donc, quand vous faites l'entraînement, l'entraînement de votre modèle piloté par les données, vous allez établir ce qu'on appelle une fonction loss, en fait la fonction perte. Donc généralement la fonction loss, c'est en fait loss c'est quoi? C'est tout simplement c'est la sortie moins, c'est-à-dire c'est-à-dire c'est la sortie, c'est-à-dire vous avez votre modèle, il prédit par exemple il prédit par exemple une valeur de y hat par exemple, et puis mais dans la réalité la valeur elle est y. Alors généralement, c'est-à-dire c'est la valeur prédite moins la valeur réelle. Donc ça vous donne l'erreur. Et donc, mais généralement, on utilise l'erreur quadratique, ce qui fait que souvent dans les modèles, on va utiliser plutôt donc c'est donc ça c'est le alors ça c'est pas la bonne je pense, c'est pas celle-là, voilà. Donc c'est y, c'est 1 sur n. Ici, donc, par exemple, la mean squared error, c'est l'erreur quadratique moyenne. Donc, c'est tout simplement, c'est la moyenne des différences entre y moins y predicted au carré. Donc, c'est-à-dire, si vous faites la différence de la valeur prédite et la valeur réelle au carré, vous faites la moyenne et ça va vous donner, c'est-à-dire l'erreur. Et bien cette erreur-là, et bien tout simplement, il faut la minimiser. Donc vous faites tourner, vous changez les paramètres jusqu'à ce que cette valeur soit minimale. Et après vous dites, ça y est, donc je peux plus aller plus loin, j'arrête. Donc je vais supposer que le modèle est là, il a appris. Et donc ici, nous allons jusque-là, vous êtes sur un modèle piloté par les données. Alors jusqu'à présent, c'est que votre modèle, il minimise une fonction loss qui va dépendre que le output moins, plutôt la valeur prédite moins la valeur réelle. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous allons encourager ce modèle à respecter la physique. Donc autrement dit, donc notre fonction loss va changer. C'est-à-dire la fonction loss égale d'abord, il doit respecter le loss, ce qu'on appelle data loss ou que j'appelle comme ça loss data. Si justement ça va être ça. Alors ici, il y a une loss data, c'est exactement c'est le MSE, donc celle que nous avons l'habitude d'utiliser. Et plus on va utiliser, il y a un autre loss qui est lié en fait, aux équations différentielles. Alors ici, donc, vous avez une équation différentielle, c'est celle-là. Il faudrait à chaque fois que je vais minimiser le loss, ben, je vais dire que le loss égale le loss qui est lié aux données, plus le loss qui est en fait qui est lié à, c'est-à-dire aux équations différentielles. Et donc, ce qui fait, donc, vous allez ajouter un autre loss, c'est-à-dire la fonction loss, donc ça va être loss data loss, et après vous avez le loss qui est lié aux équations différentielles. Et donc, le loss qui est lié aux équations différentielles, c'est quoi l'idée principale? C'est que une fois que j'ai le output, la valeur de y qui est prédite, eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement je vais dériver mon réseau de neurones artificiel, parce qu'en fait ici, ce que j'obtiens là c'est h prédite si vous voulez. Et bien ce que je vais faire, je vais comparer ce h prédite avec le h qui va être donné par le modèle physique. Et là, je suppose que je ne connais pas le modèle analytique, c'est-à-dire supposons que j'ai que l'équation différentielle et je n'ai pas en fait la solution. Supposons que c'est une équation différentielle qui est très complexe. Alors maintenant, il va falloir comparer. Qu'est-ce que je dois comparer? Donc j'ai le h. Et bien, je sais que la physique, si je fais donc
la dérivée, c'est-à-dire je dérive donc par rapport au temps, je vais avoir, je connais donc l'équation aux dérivées partielles, c'est-à-dire la dérivée. Et donc la même chose, qu'est-ce que je vais faire? Donc je dois dériver, je dois dériver ce modèle. Bah, je dois dériver donc le modèle, le réseau de neurones artificiel, je dois faire la dérivation. Euh, En quelque sorte, vous savez, la dérivation, c'est-à-dire, c'est-à-dire, vous avez en deux étapes, je fais l'étape actuelle moins l'étape précédente sur la différence du temps, etc. Donc, ça va vous donner en quelque sorte la dérivée. Et donc, c'est pas compliqué. Bon, si vous utilisez des frameworks comme par exemple PyTorch, vous avez des fonctions qui permettent de vous donner, une fois que vous avez un modèle d'intelligence artificielle, et donc si vous lui donnez X en input, il va vous donner l'output, mais également, il peut vous donner la dérivée la dérivée de output par rapport à X. Et tout ça, tout simplement, ça c'est quelque chose qui peut être fait facilement. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va prendre donc le loss, le loss on va dire lié aux équations dérivées partielles. Ça va être donc, c'est en quelque sorte ça. C'est le loss de la physique. Donc, je prends, c'est V0 sinus alpha, c'est ce que j'ai ici, moins GT à l'instant I. Donc, ça, c'est la physique. Donc, c'est la partie, donc, c'est en fait, c'est la valeur, c'est la dérivée, c'est-à-dire physique. Et puis, moins, je vais prendre moins de la dérivée de la sortie, c'est-à-dire la dérivée de h par rapport au temps. Et puis, la même chose, je fais au carré, divisé par n pour faire la moyenne. Donc, en quelque sorte, l'idée principale, c'est que, idéalement, c'est que je trouve la dérivée de mon modèle de réseau de neurones, ça doit donner la même valeur que celui de la physique. Donc, je vais ici encore de faire des réglages jusqu'à ce que la dérivée de mon modèle de réseau de neurones donne des valeurs qui sont proches de celles qui sont données par les équations différentielles. Bon, c'est-à-dire la même chose, on aura besoin de minimiser également ce loss, c'est-à-dire essayer d'avoir une valeur qui est proche de zéro. Alors, donc, vous voyez, donc, ça c'est donc la deuxième partie, le deuxième loss. Et puis, dans les modèles physiques, vous avez également les conditions. Vous savez, dans la physique, il y a un modèle aux équations différentielles. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les conditions initiales et les conditions aux limites. Alors, généralement, dans les phénomènes physiques, on peut avoir un modèle quelconque, mais ce qui est sûr, c'est que parfois, c'est que souvent, on doit connaître les conditions initiales et les conditions aux limites. Alors, dans notre cas ici, donc, nous avons en fait, c'est-à-dire les conditions initiales, c'est celle-là, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0. Initiale, ça veut dire à l'instant t égale à 0, quelle est la valeur? Donc ça, je le connais. Initialement, à t égale à 0, je connais que la valeur, c'est 1 mètre. Et parfois, vous avez les conditions aux limites. Parce que vous avez un phénomène physique, vous savez très bien que, par exemple, votre boule, quels que soient les cas, il ne va jamais sortir de cette pièce, par exemple. Et après, vous dites, enfin, c'est parfois les conditions aux limites permettent, c'est-à-dire de dire que ici, donc, dans le pire des cas, donc, vous avez ici, donc, vous allez être situé dans une position maximale. Et donc, dans notre cas ici, on n'a pas ces conditions aux limites, mais souvent, quand on connaît les conditions aux limites, ben, on aura à ajouter également un autre loss qui est lié aux conditions aux limites. Alors, dans notre cas ici, on va ajouter un autre loss qui est lié aux conditions initiales. Et celui-là, c'est très simple. Et bien, tout simplement, vous allez prendre H0, la condition initiale de votre modèle physique, moins la valeur de h prédite pour t égale à 0. C'est-à-dire votre modèle piloté par les données, vous lui donnez à l'instant t égale à 0, vous allez regarder ce qu'il va vous donner. Donc normalement, ici donc c'est h hat 0. Et bien vous faites la différence, la même chose. Il faudrait vérifier, est-ce que votre modèle, quand t égale à 0, est-ce que ça va donner un output qui est similaire aux conditions initiales que je connais préalablement. C'est-à-dire je vais encourager encore le modèle piloté par les données
à respecter la physique, les conditions initiales. Et puis donc, vous pouvez ajouter donc les conditions aux limites. Et bien sûr, dans d'autres travaux de recherche, vous pouvez toujours, c'est-à-dire en fait définir votre fonction loss comme vous voulez. Alors ici, dans notre cas, pour être alors ici donc j'ai dû faire une erreur. Ici c'est pas ça, ça doit être c'est ça. Dans notre cas, c'est lambda. Plutôt ce terme-là, c'est tout simplement c'est MSE. C'est l'erreur quadratique que vous voyez ici. Voilà. Donc et après donc vous avez donc trois losses, trois, c'est-à-dire votre quand vous, au moment de l'entraînement, votre modèle piloté par les données, il faut l'entraîner et vous allez minimiser la fonction perte. Et donc, pour la minimiser, donc, vous allez minimiser ce terme, vous allez minimiser ce terme et vous allez minimiser ce terme. C'est-à-dire ici, donc, vous allez entraîner le modèle jusqu'à ce que votre sortie obtenue donc, arrive à minimiser donc, la fonction loss. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on va ajouter juste des coefficients de pondération. Alors, c'est-à-dire le loss qui concerne les données, on va le multiplier par un coefficient lambda 1. Bon, c'est des hyperparamètres. Celui-là, on va le multiplier par un coefficient lambda 2, lambda 3. Après, supposons que vous dites lambda 1 égale à 1. Celui-là, vous mettez 0 et celui-là 0. Eh bien, c'est-à-dire 0. Donc ça va s'annuler. Ça veut dire finalement, vous êtes dans le cas où vous respectez que, c'est-à-dire le loss qui est lié aux données. Alors maintenant, si vous mettez par exemple celui-là 0, c'est-à-dire votre modèle, il va pas, celui-là, il va s'annuler. Et puis, on va essayer donc il va s'annuler. Et puis, donc, on va essayer de respecter, on va minimiser le loss, c'est-à-dire à chaque fois, on va vérifier ce que notre modèle produit, une sortie qui est proche de celle du modèle analytique. Mais en réalité, ce qu'on veut, il faut prendre en considération tous les trois. Et donc, on va prendre des portions. Par exemple, vous pouvez dire, par exemple, celui-là égale à 2, celui-là égale à 5, celui-là est égal à 8, je sais pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, en fait, mon loss, il va essayer de prendre plus en considération le modèle physique que le modèle donné. Ça dépend de votre confiance sur votre dataset et votre confiance sur c'est-à-dire par rapport aux hypothèses établies au niveau de la physique et ainsi de suite. Mais ça, c'est des hyperparamètres. Alors tout à l'heure, je vais vous montrer dans une implémentation. Vous allez voir vous-même que ça, c'est des paramètres que vous essayez de changer jusqu'à ce que vous obtenez un modèle qui vous semble, c'est-à-dire le plus performant. Et après, donc, vous dites, j'ai un modèle qu'on appelle les PINS, c'est-à-dire Physics Informed Neural Network. Alors, voilà. Donc ça, je pense, ça, c'est en fait on va dire les concepts de base. Alors, alors ça, je le corrigerai tout à l'heure. Alors maintenant, euh, alors comment on va le faire? Bon, ça c'est l'idée principale. Alors maintenant, pour le faire, c'est très simple. Eh bien, je vais vous montrer un exemple d'implémentation. Je vais vous montrer d'abord le code. Je vous explique chaque partie du code parce qu'en fait, ça dépend de ce que vous avez déjà l'habitude de créer des modèles de réseau de neurones. Est-ce que vous avez déjà utilisé PyTorch? Donc ici, je vais utiliser PyTorch, qui est en fait un framework qui est très connu, qui permet de créer des modèles de deep learning. Vous pouvez aussi utiliser TensorFlow. TensorFlow, PyTorch, vous pouvez faire des implémentations de manière très simple. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, c'est ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer, donc, si vous voulez implémenter, on va prendre cet exemple-là. C'est-à-dire, on voudrait arriver à ce résultat final comme ça. Bon, d'abord, vous aurez besoin d'installer un certain nombre de dépendances. Donc, vous aurez besoin d'installer les dépendances Keras, Matplotlib, Pandas, Scikit-learn, bon, ici, donc, si vous voulez. TensorFlow, si vous voulez. Bon, normalement, ici, on ne va pas l'utiliser. Mais surtout, vous devrez installer Torch, PyTorch, Torch Vision. Donc, ça, c'est utile c'est-à-dire dans des situations. Et vous avez donc trois modules de Torch que vous pouvez installer ici.
Alors bien sûr pour les installer, donc si vous utilisez comme moi par exemple, si vous travaillez avec VS Code, avec UV, vous aurez juste besoin d'utiliser à chaque fois UV add et vous installez la dépendance. Alors vous commencez, si vous travaillez avec VS Code, vous commencez par installer la dépendance IPyKernel parce que on va créer un notebook sur VS Code. Euh, mais si vous travaillez sur Jupyter ou sur Google Colab, bon, ça vous le faites pas. Dans ce cas-là, vous ajoutez dans votre code, dans votre notebook, vous utilisez tout simplement pip install, etc. Alors vous installez ça. Bon, et ça, à la rigueur, dans notre cas, le plus important, c'est PyTorch pour le moment. Après, parce que j'ai prévu de faire les deux implémentations avec aussi TensorFlow. Donc, vous commencez par installer, bon, ça, on en aura besoin, ça, Pandas, on en aura besoin. Ça, pas, c'est utile parce qu'il y a des métriques qu'on peut utiliser. Et vous installez Torch, donc vous installez ces dépendances. Alors, si vous travaillez avec pip, vous mettez pip install, par exemple, Torch, etc. Pip install, etc. Bon, ça, c'est des choses que vous devrez savoir. L'essentiel, ça dépend de là où vous êtes. Alors ici, donc, moi, je travaille souvent avec VS Code, c'est plus pratique. Donc, avec un outil comme UV. Donc, si vous ne savez pas l'utiliser, donc, regardez, il y a pas mal de vidéos dans lesquelles j'utilise UV, je montre comment on travaille avec. Bon, bref, donc, on aura besoin d'importer un certain nombre de librairies. Donc, je vais importer Torch, PyTorch, si vous voulez. Je vais importer torch.nn, Neural Network. Donc ici, vous allez trouver tous les réseaux de neurones artificiels, les implémentations. Et puis, donc, j'ai besoin de NumPy. J'ai besoin de Matplotlib, ASPLT. J'ai besoin de Pandas. Et j'ai besoin de, ça c'est des fonctions mathématiques comme sinus, pi, etc. Bon, ça c'est des choses que vous pouvez utiliser. Ça c'est la première des choses, donc importer. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que d'abord j'ai besoin pour ce problème-là, il n'y a pas de problème, je connais mon modèle, dérivé partiel, et je connais, ça c'est simple, je connais même la solution analytique. Alors maintenant, c'est-à-dire je connais la solution analytique. Maintenant, ce que je vais faire, je vais générer un dataset expérimental. Et bien pour le générer, je n'ai pas les moyens pour mettre des capteurs et faire l'expérience en réalité, parce qu'en réalité, il faut aller vers la réalité. Vous avez une stratégie de collecte de données, collecter les données. Moi, ce que je vais faire, je vais utiliser ce modèle analytique que je connais déjà. Je vais générer mon dataset analytique et puis je vais introduire des bruits. C'est-à-dire, je vais un peu forcer je vais éloigner un peu mon dataset expérimental de la solution analytique. Ben, c'est ce que je vais faire ici au départ. Alors, dans mon cas, donc, je suppose que j'ai ici la fonction, la truth solution, si vous voulez. Je vais créer une fonction qui permet de retourner la solution exacte, si vous voulez. C'est cette solution-là, c'est ce que vous voyez ici. C'est moins 1,5 gt au carré, V0 sinus alpha, etc. Alors ici, donc, j'ai des constantes. C'est l'apesanteur, c'est assez connu, c'est 9,8. H0, c'est les conditions initiales, c'est H0, c'est 1. C'est ce que vous avez ici. Et puis j'ai V0, donc je suppose que j'ai par exemple V0 c'est 13,5 mètres par seconde. C'est beaucoup, mais c'est une vitesse V0. Et puis vous avez alpha. Alors ici, donc je suppose que alpha c'est pi sur 4, c'est-à-dire 45 degrés. Okay. Alors ici, donc supposons que j'ai ces paramètres, je vais créer la fonction qui va retourner, c'est-à-dire cette expression que vous voyez ici, exact. Alors, c'est H0 plus V0 sinus alpha multiplié par T moins 1,5 G fois T au carré. Alors maintenant, ça c'est la solution analytique. C'est la fonction analytique. Mais le problème, c'est que dans la physique, dans les problèmes réels, on connaît les équations aux dérivées partielles, mais on ne connaît pas la solution analytique. Pourquoi? Parce que parfois, quand vous avez des équations différentielles, c'est très compliqué d'obtenir le modèle analytique, mais on le résout numériquement. C'est-à-dire, on fait appel à des méthodes comme, je l'ai dit tout à l'heure, comme les éléments finis, comme les différences finies, comme d'autres techniques numériques qui permettent de faire ça. Alors ici, c'est simple. Donc, on va supposer qu'on a le modèle analytique. Et bien, tout simplement, je vais générer un dataset entre T min égale à 0 et T max égale à 2.
c'est-à-dire entre 0 et 2 secondes. Le nombre de data que je vais générer, c'est 10. Et donc, je vais créer donc un vecteur, un tableau de temps dans lequel je vais tout simplement avoir un tableau dont les valeurs sont entre 0 et 2. Alors, avec NumPy, vous faites la linspace, c'est très simple. Vous lui dites, je veux générer entre tmin, il y a 0, et tmax, qui est 2, je voudrais générer 10 des données. Bon, il va vous donner forcément 0, 0,00, etc. Il va vous donner ça si vous voulez. Il va vous donner ça, 0, 0,22, 0,44, c'est-à-dire entre 0 et 2, il va vous donner donc un tableau de données de 10 éléments, de 0 jusqu'à 9. Ben, une fois que j'ai ça, donc je vais donc utiliser donc d'abord la solution exacte. Donc j'appelle truth solution, je vais donner tdata, c'est-à-dire c'est ce vecteur latent. Donc je vais lui donner tdata et après il va me calculer pour 0, il va me donner ça. Pour 0,22, il va me donner ça, etc. Donc, il va me calculer ici donc il va me retourner donc la solution exacte. Alors, je répète bien le exact, je l'aime pas trop, il est là, mais parce que dans la pratique, et ça c'est l'une des erreurs que souvent enfin, surtout les physiciens, parce qu'à la rigueur les mathématiciens donc ils sont dans un monde où vous avez des modèles mais dans la physique, souvent ou bien dans différents domaines d'ingénierie, c'est que il y a beaucoup d'hypothèses. Même en fait, maths appliquées, donc souvent pour créer des modèles, on fait beaucoup d'hypothèses. On simplifie vraiment jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qu'on peut déterminer. Et donc voilà. Donc, mais ici, donc je suppose ça c'est la solution. Je préfère au lieu de exact, je l'appelle solution analytique. Mais c'est une solution rapprochée, qui n'est pas forcément la réalité. Ok? Alors, comme je dis, pourquoi il n'est pas la réalité? Parce on a négligé, on suppose qu'il n'y a pas le vent, on suppose qu'on ne prend pas en considération le volume de la boule, on suppose qu'il n'y a pas on prend pas la poussée d'Archimède, il n'y a pas les frottements. Donc, vous voyez, donc, toutes ces hypothèses-là font que vous avez un modèle très simple qui vous donne votre modèle. Alors, ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que nous avons ça, maintenant, je vais générer des données d'expérimental en introduisant, si vous voulez, un bruit. Alors, c'est pour cela que j'ai ici donc noise level. Donc, j'ai par exemple un niveau 0,5. Vous pouvez mettre 0,05, c'est un paramètre que vous choisissez. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser donc HData noisy, c'est-à-dire les données bruitées, si vous voulez, égale égale les données exactes ou bien analytiques, plus ou moins, si vous voulez, et vous ajoutez un nombre aléatoire. Donc c'est pour cela qu'on va utiliser ici NumPy random. Donc je vais générer un nombre aléatoire, et ce nombre aléatoire, je le multiplie par noise level, je le multiplie par ce facteur. Et donc, si vous voulez ici, ça, vous avez random in data, ça va vous donner un nombre entre 0 et le nombre de données. C'est-à-dire ça va vous donner un nombre entre 0 et 9. Et si vous le multipliez par 0,5, vous allez avoir quelque chose entre 0 et 5. Enfin, 0 et combien? Ouais, en tout cas, vous avez... Parce que tout ça, ici, vous pouvez mettre une valeur. Donc, ça dépend de vous. Vous dites, par exemple, les valeurs de la physique varient minimum entre ça et ça. Et après, si vous voulez à chaque fois ajouter vous ajoutez un ou les deux. Donc, vous jouez sur ces valeurs-là, peu importe. Mais ça, c'est juste des techniques classiques. Bon, on fait toujours ça. C'est-à-dire quand on a une solution analytique, on va l'utiliser pour générer un dataset synthétique. Ça, c'est important. C'est un dataset synthétique, mais qui n'est pas loin de la réalité, parce qu'en quelque sorte, il est produit à partir du modèle analytique, parce que je connais à peu près le comportement, ou bien la loi physique, si vous voulez. Donc voilà, donc j'ai ici donc ce système, voilà, donc j'ai mes données. Alors maintenant, si vous affichez ça, c'est-à-dire, on va essayer d'afficher ça sous forme d'un data frame. Et donc, si vous voulez un data frame pour le créer, vous utilisez ça, Pandas.
pandas data frame. Donc, je vais avoir trois colonnes. Il y a T data, c'est ça, cette colonne. Et après, je vais ajouter H expérimental, c'est celle-là. C'est la valeur H data noisy, c'est celle-là. Et puis, vous avez H physics, c'est cette colonne-là, dans laquelle j'ai la valeur exacte. Donc, en quelque sorte, j'ai ce tableau. Vous allez afficher ce tableau-là. Voilà. Alors, ça veut dire que, en quelque sorte, le plus important pour le moment, ça, c'est à oublier. Supposons maintenant, je suppose que je connais pas la solution analytique. Je connais que l'équation aux dérivées partielles. Je connais c'est-à-dire la dérivée de la sortie, comment il se comporte, parce que physiquement, on peut facilement, on peut connaître la variation, on peut connaître la variation, mais on ne peut pas connaître la vraie, on va dire, fonction. Donc, mais moi, ce que j'ai fait l'opération inverse. Je suppose que je connais la loi, je génère, j'ajoute de noise. Maintenant, c'est comme si maintenant, ce slide-là, c'est pour faire l'expérience. Normalement, votre expérience, c'est-à-dire votre dataset, c'est la vraie vie qui va vous permettre de générer ce dataset. Bon, une fois qu'on fait ça maintenant, on va essayer de représenter nos données. Alors ici, donc, on va faire un plot. J'ai une figure, par exemple, ici. Donc, vous avez scatterplot, PLT scatter. Je vais représenter plutôt voilà, each data noisy en fonction du temps. Vous voyez ici. Donc, je vais utiliser scatterplot, je vais ça en rouge, je vais l'appeler noisy data. Donc, vous allez avoir 6 points. Donc, voilà, ça c'est l'expérimental, si vous voulez. C'est scatterplot. Ce que vous voyez là en rouge. Et puis, je vais représenter donc la solution analytique. Donc, c'est ça, c'est plot. Je vais plotter each data exact en fonction de t data, c'est-à-dire en fonction du temps. Alors, le temps, je sais qu'il varie entre 0 et 2. Et ça va me donner ce qu'il a en bleu. Et je peux observer, généralement, on va commencer à observer, on va dire, bon, dans la réalité, il y a une différence entre le modèle, c'est-à-dire analytique, et le modèle, l'expérience. Mais jusque-là, je ne peux pas savoir qui a raison. Est-ce que c'est le modèle analytique? Pas forcément. Est-ce que c'est les données de l'expérience? Et donc, il faut les combiner pour prendre le meilleur de la physique et le meilleur des données, et pour obtenir donc un modèle hybride qui va combiner ces deux pour avoir un modèle qui est plus réaliste. Donc, c'est un peu ce qu'on cherche. Voilà, alors ici donc je fais un plot, bon ça vous savez le faire, donc ici Xlabel, etc. Bon, en fait la légende, tout ça c'est pour représenter. Alors tout à l'heure je vais exécuter ça directement sur le notebook et vous allez voir. Alors maintenant je vais créer un modèle de réseau de neurones. Alors maintenant pour créer un modèle de réseau de neurones, ici donc j'ai choisi de travailler avec PyTorch. Donc avec PyTorch, maintenant ce que je vais faire, je vais créer un modèle dans lequel j'ai en fait la couche d'entrée, je vais avoir un seul neurone. Pourquoi? Parce que j'ai une seule variable d'entrée, c'est T. Et l'output, ça va être un neurone. C'est une couche avec un seul neurone. Pourquoi? Parce que j'ai une seule variable à la sortie, c'est H de T. Et puis je vais ajouter des couches intermédiaires. Alors ici donc je vais supposer que je vais ajouter deux couches intermédiaires. Chaque couche va contenir par exemple 30 neurones ou 40, c'est à vous de définir par exemple le nombre ici. Et donc chaque neurone, on va essayer donc d'utiliser, c'est-à-dire pour chaque couche, on va utiliser une fonction d'activation. Et dans notre cas, la fonction d'activation, on va utiliser tangente hyperbolique, Teenich. C'est là, très connu. Alors, c'est que je rappelle que la fonction d'activation, c'est-à-dire à la sortie de chaque neurone, il va faire la somme et puis il va utiliser cette fonction d'activation pour générer à la sortie une valeur. Et cette fonction, c'est-à-dire Teenich, si vous la regardez bien, donc il vous génère une valeur entre moins 1 et 1. C'est-à-dire à la sortie de chaque neurone, vous avez des valeurs entre moins 1 et 1. Voilà. Alors, pourquoi Teenich? Parce que d'abord, c'est très connu, Teenich, c'est une fonction qui est d'abord lisse et qui est dérivable. Alors bien sûr, il faut toujours utiliser des fonctions d'activation qui sont dérivables.
si l'hélice est dérivable, eh ben c'est plus intéressant. En tout cas, pour les pins, généralement, on va préférer utiliser, dans la majorité des cas, c'est tangente hyperbolique qu'on va utiliser. Mais il y en a d'autres, sigmoïdes, c'est pas, par exemple, dans les CNN, vous utilisez Relio, etc. Donc, il y a plein de fonctions d'activation. Bon, ça dépend des situations. Et donc, pour faire ça, donc, on va utiliser PyTorch. Alors, avec PyTorch, si vous voulez créer un modèle, c'est plus simple de créer une classe. Alors, on va créer une classe qu'on va appeler pin. Donc, je vais créer une classe pin qui va hériter d'une classe qui s'appelle module. Alors, ça, c'est NN, c'est Neural Network de PyTorch. Donc, tous les modèles PyTorch héritent de cette classe. Vous allez hériter pas mal de choses. Les algorithmes de deep learning, de machine learning, ils sont déjà dans cette classe. Et puis, on va créer le constructeur de la classe. Alors, le constructeur de la classe ici, def init, donc ça c'est le constructeur. On suppose que quand on va créer un modèle pin, on va lui donner ici le nombre de neurones cachés. C'est-à-dire dans chaque couche cachée, ici on va supposer que nous avons 20. Alors par défaut c'est 20, mais au moment de la création du modèle, on peut spécifier ce qu'on veut. C'est un hyperparamètre. Vous pouvez ajouter, là vous mettez par exemple, bon, dans notre cas on va supposer que les deux couches ont le même nombre de neurones, mais vous pouvez paramétrer ça. Par exemple, dans la première couche, vous mettez par exemple 50, dans la deuxième, vous mettez 30, la troisième, vous mettez 20, et bien ça dépend de la quantité de données que vous avez. Alors dans notre cas, nous avons un dataset qui est petit, il n'y a que des échantillons. Ben, généralement, avec une couche, c'est largement suffisant. Et donc, mais par contre, si vous avez un dataset avec beaucoup de données, vous avez parfois besoin d'ajouter beaucoup de couches avec beaucoup de neurones jusqu'à ce que vous obtenez un meilleur résultat. Alors en tout cas, donc ici, bon, ça c'est, on fait appel au constructeur de la classe parente, c'est-à-dire de module, pour initialiser donc le modèle. Bon, il va faire un certain nombre d'initialisations. Et puis on va ajouter un autre modèle. Maintenant, notre réseau de neurones. Alors pour cela, on va utiliser donc ici, dans ce modèle, je vais ajouter un attribut qui s'appelle network si vous voulez, égal à quoi c'est un neural NN séquentiel. Alors parmi, vous savez, dans les réseaux de neurones artificiels, un modèle séquentiel, c'est un modèle, c'est un multi-layer perceptron, c'est-à-dire c'est un ensemble c'est un réseau de neurones qui se compose d'un ensemble de couches. Et toutes les couches, les couches sont fully connected, c'est-à-dire sont connectées complètement, c'est-à-dire chaque neurone de la couche est connecté à l'ensemble des neurones de la couche suivante. Vous voyez ici, donc ça c'est un modèle séquentiel, c'est-à-dire un ensemble de couches et toutes les couches sont connectées de manière entière, c'est-à-dire fully connected. Alors ici donc séquentiel et puis je vais ajouter mes couches. Alors ici NN. Donc je vais ajouter dans ce modèle d'abord une couche linéaire ici. C'est un simple, c'est-à-dire modèle, c'est-à-dire multi-layer, perceptron si vous voulez. Alors c'est quoi le nombre de variables input? Alors ici c'est 1, c'est-à-dire parce que nous avons une seule variable ici. Et après le nombre, mais output, c'est-à-dire output, donc vous voyez ici output, on va vers la couche suivante. Il y a combien de neurones dans la couche suivante? C'est le nombre de hidden. Alors ici, on a 20, c'est-à-dire le premier, donc l'input, il y a 1, la dimension 1, une variable, mais l'output, vous avez 20. Et puis, donc ça, c'est la couche. Et puis, ça, c'est linéaire. Et après, on va ajouter l'activation. Alors, l'activation, c'est tangente hyperbolique ici. Donc, c'est-à-dire, il y a linéaire, tangente hyperbolique. Linéaire, tangente hyperbolique. Alors, c'est ce que je fais ici, linéaire. La même chose ici, linéaire. Alors, cette fois-ci, l'input, il y a combien l'input? C'est 20 ici. Pour chaque neurone, il reçoit 20 entrées ou les sorties. Donc, vous allez avoir aussi, voilà, vous allez avoir 20. Voilà, c'est ça. Alors, c'est-à-dire ici, vous avez
le nombre de Haydn, c'est-à-dire ici 20. Et puis vous avez aussi la même chose, l'activation, Tenic. Et puis vous allez ajouter à la fin un, un réseau plutôt une couche linéaire, une couche cachée linéaire. Donc c'est l'input, vous allez avoir ici 20. L'output, il y a un seul. Ici, il y a un. Et voilà. Donc la structure de notre modèle. Alors maintenant, vous avez ici donc on aura besoin de la fonction, de redéfinir la fonction forward. Alors cette fonction-là, de ce réseau-là, on lui donne un instant t, il va nous retourner le résultat. Et donc ici, on va retourner tout simplement self net. Donc on fait appeler à une fonction que nous avons héritée de ça, qui s'appelle net. C'est-à-dire, il va lui transmettre t, et il va retourner le résultat. Donc techniquement parlant, quand on va créer un modèle de pin, on va tout simplement utiliser par exemple ici modèle pins égale pin, c'est cette classe que nous avons créée, et on va lui donner l'input le nombre de neurones. Alors ici par exemple le nombre de Haydn égale à 30. Alors si je ne mets rien, par défaut ça va être 20. Donc une fois que j'ai ça, donc supposons je veux les faire predict. Si vous voulez faire predict, normalement je vais utiliser la fonction pin. Oui, pin, et j'appelle forward. Oui, je peux appeler forward et je lui donne le input t, il va me donner le output. Et bien, tout simplement, sauf que forward, c'est pas nécessaire, vous n'êtes pas obligé de l'appeler. Vous pouvez tout simplement, au lieu de faire ça, on fait pin de t. Quand on va faire predict, donc on va utiliser tout simplement pin de t, donc c'est-à-dire on va lui donner quelque chose, le input, il va me faire les calculs et après il va me donner le output. Alors ça, c'est la création de la structure du modèle. Donc techniquement parlant, voilà notre modèle, comment on l'a créé. Je l'ai expliqué. Donc vous voyez donc ici, donc vous avez voilà la structure. Ici donc la première couche, la deuxième, la troisième, la quatrième. Alors ici donc vous avez 1, 2, 3, 4, mais vous savez, c'est là. La première couche, il est suivi de la fonction d'activation pour introduire la non-linéarité. La même chose ici. La deuxième couche, il est suivi de de la fonction d'activation pour introduire la non-linéarité. Mais par contre, la dernière, non. Parce qu'on on va produire le vrai résultat, c'est-à-dire la sortie finale. Donc ici, il n'y a pas de fonction d'activation parce que c'est une régression. Donc forcément, on va produire la sortie finale. Et vous allez voir, ça va marcher. Alors ça, c'est juste, c'est pas du code, hein. C'est pas quelque chose. Donc c'est juste, normalement, quand vous mettez modèle point eval, si vous voulez, quand vous passez au mode eval de votre modèle, il va vous générer ça, il vous donne un peu un aperçu sur votre modèle. Il y a d'autres méthodes qui permettent de vous donner, de vous tracer le modèle, etc. Mais ça, c'est juste pour vous donner une idée. Mais pour notre cas, notre code ici, c'est celui-là. Alors maintenant, on va entraîner. Alors, sauf que pour entraîner, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour entraîner, nous avons besoin de définir la fonction loss. Quelle est la fonction à minimiser? Quelle est l'expression? On va apprendre un autre modèle à minimiser une fonction. On va commencer à régler les poids jusqu'à ce que la fonction loss soit minimale, soit presque proche de 0, si vous voulez. Et donc, dans notre cas, donc, vous voyez, donc notre fonction loss, cette fois-ci, il y a trois composantes. Il y a le loss qui est lié aux données, il y a le loss qui est lié aux équations différentielles, et le loss qui est lié aux conditions initiales. Et normalement, dans la vraie, donc vous allez ajouter les conditions aux limites également. Et bien, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais définir les trois fonctions. Donc, vous voyez, donc j'ai la fonction data loss, j'ai la fonction les conditions initiales, initial condition loss, et puis j'ai physics loss. Donc, je dois, soi-disant, alors je pense que j'ai la même erreur ici. Ok. C'est-à-dire, ici, donc, ça va être si y moins y à tout carré. Alors, donc, pour data loss, il n'y a pas de problème. Data loss, vous voyez, donc, je lui donne le modèle. Je lui donne tdata. Alors, je rappelle que tdata, c'est ce tableau-là.
c'est celui-là, de 0 jusqu'à 10. Bon, je lui donne un t, un instant t si vous voulez, un vecteur de temps, c'est un ensemble un intervalle de temps, un ensemble d'instants de mesure si vous voulez, et ben je vais lui donner each data, c'est-à-dire pour ces instants-là, t data, j'ai obtenu each data, c'est-à-dire each data, c'est-à-dire mon modèle, je lui ai donné un temps, et à la fin, il me donne h. Donc, c'est-à-dire ça, c'est le h predicted. Là, parfois, on met le hat, c'est pour dire predicted. Et puis, maintenant, une fois que je connais donc le each, pardon, c'est pas predicted, c'est-à-dire c'est le output. Si vous voulez, ça c'est le x et ça c'est le y. C'est-à-dire, je connais le x, le input, et je connais la sortie. Ok? C'est-à-dire la sortie réelle, c'est parce que j'ai de l'expérimental, je connais que pour 0, j'ai ça. Je connais pour ce 0,22, j'ai ça. Je connais déjà le y réel. Et donc, qu'est-ce que je fais pour ce loss-là? Donc, je prends le modèle, je fais predict. Vous voyez, donc ici, vous pouvez mettre forward ou bien tout simplement. Alors, tout à l'heure, j'ai dit un peu, je fais une bêtise. Ici, c'est pas pin de ça. Normalement, ça, c'est la variable modèle. Si vous voulez maintenant faire la prédiction, vous utilisez modèle pins. Soit vous mettez underscore pins, soit vous mettez forward, ou tout simplement vous mettez entre parenthèses de t. Ce n'est pas pin, parce que là, ça c'est la classe, le nom de la classe, et ça c'est on va utiliser la variable. Donc je suppose que j'ai pour un modèle, je fais predict, je lui donne t, et ça me donne h predicted, c'est-à-dire le y hat. Et puis donc je vais retourner quoi? C'est le MSE, mean squared error. C'est bien ça. Return, c'est torche. Bon, je peux la calculer, mais que je peux utiliser la fonction min. Je peux, enfin, vous savez, la moyenne, on peut toujours la faire comme ça. Donc, torche min, voilà. H predict, each predicted, moins each réel, each data, au carré. Donc, c'est-à-dire, vous faites, ça, c'est le MSE, mean squared error. Alors, j'ai sauté quelque chose d'important tout à l'heure. C'est ici. Voilà. Je vous ai expliqué ça. Alors, tout à l'heure, on a la solution exacte. Nous avons la solution bruitée, c'est-à-dire l'expérimentale. Mais après, ça, c'est des tableaux, on va dire, c'est des tableaux NumPy. Bah, mais quand vous allez travailler avec PyTorch, il faudrait convertir ces tableaux NumPy en ce qu'on appelle tenseur. Il faut les convertir en tenseur. Et bien, c'est quoi un tenseur? C'est un tableau comme NDArray, comme NumPy, un tableau NumPy. Sauf que, en fait, tenseur, plutôt le PyTorch, tous ces calculs, il est basé sur les tenseurs. Et c'est quoi la particularité des tenseurs? La particularité des tenseurs, c'est que on peut faire le calcul soit en utilisant le CPU ou bien le GPU. Vous savez, si vous avez un GPU, c'est une machine graphique, une carte graphique comme Nvidia, c'est que vous avez les GPU, vous avez des milliers de petits microprocesseurs qui accélèrent le calcul. Et donc, vous savez, toute l'intelligence artificielle, elle a besoin de ces GPU pour accélérer les calculs parce que, vous voyez, donc l'entraînement des réseaux de neurones, ça consomme beaucoup de temps. Et donc, le seul moyen pour accélérer les calculs, c'est d'utiliser les GPU. Et donc, les tenseurs, quand on fait les calculs sur les tenseurs, ça peut être un vecteur, c'est des matrices, etc. Quand on fait le calcul sur les tenseurs, si vous avez des GPU, eh ben les calculs ne se font pas dans le CPU, mais ils se font dans le GPU. Et donc, c'est des calculs parallèles. Et donc, ça accélère le calcul. Donc, c'est pour cela que vous l'avez constaté ici. Donc, vous avez T-data tensor. Si vous voulez convertir on va dire, un tableau NumPy en tensor, on va utiliser T-data tensor égale torche tensor et vous lui donnez T-data. Et après, il faut lui spécifier quel type. Donc, je vais prendre ici float 32 bits. Et puis, je vais faire, en quelque sorte, c'est-à-dire,
Une fois que je fais ça, je fais view -1 parce que je dois faire ce qu'on appelle un reshape. Reshape, c'est-à-dire je dois spécifier la forme. Je peux avoir un tableau à une seule dimension à 5 variables, par exemple. Vous avez une ligne, 5 colonnes. Mais ces données-là, je peux les stocker dans un tableau, plutôt j'ai une ligne, 6 colonnes. Je peux les stocker dans une matrice, deux lignes, trois colonnes. C'est-à-dire les mêmes données. Et donc ici, pour faire un reshape, on utilise view, c'est-à-dire celui-là. Donc je vais mettre, c'est quoi le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Alors ici, dans notre cas, pour le nombre de lignes, je mets -1 parce que -1, c'est-à-dire c'est lui qui va calculer le nombre de lignes. Mais par contre, tout ce que je sais, c'est que le nombre de colonnes est égal à 1. C'est tout à fait normal parce que ici, tdata, il contient tout simplement, il contient une seule valeur. Vous voyez? C'est-à-dire le temps, c'est une seule variable. Voilà. Alors, donc ça, c'est pour le premier tensor. Alors, le deuxième tensor, c'est celui-là. HData, la même chose. Donc, je vais faire tensor, donc HData noisy. Bon, c'est 32. Alors, le nombre de -1 ici, c'est-à-dire parce qu'il le saura, il saura qu'il y a 10 lignes. On n'a pas besoin de lui donner le nombre de lignes, mais je lui dis tout simplement, ces données-là, je voudrais que ce soit un tenseur, et je sais que le nombre de colonnes, c'est 1. Mais après, automatiquement, il va déterminer les lignes, et qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner un tableau comme ça. Ça va vous donner un tableau qui est formaté comme ça. C'est-à-dire, voilà la ligne. Vous allez avoir la première colonne. Par exemple, ici, vous allez trouver 0. Oui. La deuxième colonne, etc. Donc, tout ça, c'est... voilà. Donc, chaque valeur, elle est entre crochets parce que... Donc, voilà, 0. Voilà, il y a une seule ligne. La deuxième ligne, la troisième ligne, etc. Donc, ici, vous allez trouver une structure un peu qui est adaptée le PyTorch. Alors, forcément, ça, c'est un petit détail dont je n'ai pas parlé. Alors, peut-être quand on va exécuter, donc je vais vous montrer ça. Bon, ça c'est important parce que quand on va travailler, quand on va entraîner, on va utiliser les tenseurs. Alors, comme je disais, donc avec PyTorch ou bien avec TensorFlow, on est obligé de manipuler des tenseurs parce que lui, il est bâti sur ça. C'est pour accélérer les calculs via le calcul parallèle en utilisant les GPU. Voilà, donc ça c'est je reviens. Donc ici, j'ai besoin de définir la fonction loss. Donc notre fonction loss, donc il y a data loss, donc c'est ici, c'est y moins y hat au carré. Donc ça c'est le MSE, mean squared error. Alors pour les conditions initiales, c'est simple. Et bien, on va tout simplement prendre T0, je vais la convertir en torche. Alors ça va être torche, donc ici, donc je vais c'est un tenseur, plutôt je vais créer un tenseur avec des zéros. Dans la dimension, c'est 1, 1. C'est donc, il y a une seule valeur ici. Et puis, enfin, une ligne, une colonne, il y a une seule valeur, T0. Et puis, donc, alors généralement, quand on utilise les tenseurs, il y a ce paramètre-là, require gradient égale latéraux ou bien false. Ça, je vais en parler parce que dans PyTorch, quand on entraîne le modèle, quand il fait les calculs, il calcule également la dérivée, le gradient. Et donc forcément, parfois on n'a pas besoin de le calculer, mais on va voir, il y a des situations là, on a besoin. Quand on entraîne, généralement, on a besoin à chaque fois qu'il calcule également le gradient. Le gradient, c'est la valeur à cet instant, moi, la valeur à l'itération précédente. Et ce gradient-là, parce que c'est lui qu'il va utiliser pour minimiser l'erreur par la suite. Alors donc, voilà. Ici, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va supposer que ça, c'est le t. Donc ici, il y a la valeur, il y a des zéros. Et puis donc, h predicted, c'est quoi? C'est modèle de t0, c'est-à-dire mon modèle, je vais lui donner à l'instant t0, c'est-à-dire t égale à 0, et ça va me donner ça. T égale à 0, donc il va me donner 1,8. Et puis donc maintenant je vais retourner le loss. C'est quoi l'erreur? L'erreur c'est h0 predicted, c'est-à-dire ce qui est prédit,
moins la condition initiale. Et c'est quoi la condition initiale? C'est h0. Alors, sauf que c'est une erreur quadratique, donc je vais faire puissance 2 et je calcule la moyenne. Alors maintenant, la troisième fonction, c'est la fonction physics loss. Alors c'est là, on va introduire notre équation différentielle. Alors, l'équation différentielle, donc c'est celle que nous avons ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va lui donner un instant t. Cette fois-ci, on a besoin de calculer le gradient. C'est pour cela que j'utilise t require grad égale à true. Et bien, qu'est-ce que je fais? J'appelle le modèle, je lui donne le temps à l'instant t, je lui donne le temps à l'instant, il va me retourner la valeur prédite. Et maintenant, c'est-à-dire en quelque sorte, je lui donne à l'instant la valeur un temps, et ça me donne h predicted. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Il faudrait que je dois vérifier si ce h prédite est proche de h qui va être donné par la loi de la physique. C'est-à-dire, c'est là. Mais comme je n'ai pas ça, j'ai que la dérivée. J'ai la dérivée de h. Donc je dois, soi-disant, vérifier si la dérivée de ce h obtenu par rapport au temps, est-ce qu'il est égal, donc ici donc c'est ce h là, vous voyez donc ce h que j'obtiens, je dois encore le dériver. Donc je dois le dériver et ça va me donner d de h sur dt. Donc je dois dériver cette valeur-là, c'est-à-dire quoi le dériver? En quelque sorte, je dois regarder le h à l'instant précédent et le h à cet instant. Je fais cette dérivée. Et donc si j'obtiens cette dérivée-là, je dois la comparer à celle-là. Donc je dois la comparer à la dérivée que je connais déjà analytique, c'est-à-dire cette valeur. dh sur dt, c'est v0. Et donc voilà, donc mon loss, je pense que c'est assez clair là. Et donc pour faire ça, je fais tout simplement, je fais la valeur prédite, et après je dois dériver maintenant le réseau. Alors comment dériver donc faire une dérivée? Et bien tout simplement dans mon réseau de neurones, et bien j'ai ici une fonction derivate. Alors derivate, donc pour dériver, donc j'ai cette fonction-là, je lui donne, il permet de me calculer y en fonction de la dérivée de y par rapport à x. Ok? Alors pour cela, donc avec torche, c'est très simple, il suffit de faire appel torche autograde gradient. Donc là, ça c'est la dérivée, le gradient de y par rapport à x. C'est la dérivée de y par rapport à x. Et puis donc au niveau de le output, on va lui donner, pour le output, il va nous donner le output qui ressemble à y, c'est-à-dire c'est la même dimension de y. Alors ici donc torch ones like y. Bon, ça c'est en termes de structure, il vous donne la même structure. Et puis il y a un paramètre create graph égale à true, parce que généralement quand il dérive, on a besoin, il crée ce qu'on appelle quand il calcule, il crée un graphe de calcul. Et généralement, quand on dérive, il a besoin d'utiliser ce graphe. Donc, au moment des calculs, il crée ce graphe pour pouvoir calculer la dérivée. Donc, bref. Alors ici, donc, ça nous donne ça. Et comme ça nous donne, en fait, la méthode de gradient, ça retourne un tuple. Donc c'est-à-dire c'est des tuples, un tuple, et donc comme ici il y a une seule valeur, parce qu'en fait nous avons une seule variable, c'est le h, donc on va prendre la première valeur, c'est-à-dire ça va nous donner normalement un tuple dans lequel il y a la valeur, et ici donc on va prendre la valeur de 0. C'est comme un tableau si vous voulez, c'est un tuple, je prends la valeur de ce tuple, et donc ça me retourne la dérivée. Donc voilà, ça c'est un élément important. Pourquoi? Parce que généralement, on ne connaît pas l'expression analytique de
de la sortie. Parce que généralement, si on connaît l'expression analytique, on n'a pas besoin de dériver. Je compare directement y, h, avec la valeur de h qui est obtenue par cette équation-là. C'est là. Et là, je n'ai pas besoin de dériver. Mais je suppose que je ne connais pas la valeur analytique parce que je connais que c'est-à-dire les équations différentielles, l'équation aux dérivées partielles. Et donc ici, voilà, voilà les techniques. Donc voilà, donc j'ai besoin de cette fonction dérivée. Je dois dériver, bien sûr, mon raison. Alors cette fonction, vous en aurez toujours besoin. Et donc c'est pour cela que physique loss, qu'est-ce qu'il fait? Il fait predict, la valeur prédite du modèle, c'est celle-là. Et puis on va la dériver. Donc je vais dériver h predicted par rapport au temps. Donc je vais dériver dh sur dt. Donc je dérive, je fais appel à cette fonction-là, il va dériver, et puis il va me donner dh predicted. Et puis donc maintenant c'est dh dt. Maintenant c'est c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps réel, on la connaît déjà, c'est la formule que vous voyez ici. C'est là. Donc je connais la dérivée analytique de mon équation différentielle, plutôt l'équation aux dérivées partielles, si vous voulez. Et puis donc qu'est-ce que je fais? Eh bien je fais ça. Eh bien je vais, le vrai c'est V, voilà, c'est V0 sinus alpha moins GT. Donc ça c'est l'équation aux dérivées partielles dans mon modèle physique. Je connais la dérivée. Donc ça c'est la dérivée liée aux données. Dans mon modèle piloté par les données, ça c'est la dérivée de la sortie par rapport au temps du modèle physique. Et ben je vais retourner le loss. Le loss c'est la différence. Et la différence c'est quoi? C'est dh prédite, dh dt, dh dt, c'est-à-dire la dérivée de h dt predict moins dh dt true au carré. Et je fais min, la moyenne quadratique. Voilà, ça c'est un petit détail qui est très important parce que vous aurez besoin de définir votre loss. Alors maintenant, nous avons les fonctions qu'on va minimiser. Bon, le reste, c'est les choses classiques. Alors maintenant, on va entraîner. Alors pour entraîner, donc je suppose que ici, rappelez-vous donc que ici, donc je vais utiliser des coefficients de pondération. Je ne l'ai pas affiché ici, mais j'aurais dû le faire. C'est-à-dire, on va utiliser lambda 1 multiplié par le loss 1, lambda 2 et lambda 3. C'est des coefficients de pondération. Alors ici, donc, on va essayer de prendre des exemples. C'est des hyperparamètres. Par exemple, pour le lambda data, je vais donner 2. Pour les équations aux dérivées partielles, c'est 8. Et c'est-à-dire le lambda 3, c'est 8. Je peux mettre 5. Alors maintenant, ça dépend. Vous allez faire plusieurs exécutions. À chaque fois, vous changerez. Si vous voulez donner plus d'importance, si vous voulez donner plus de crédibilité à vos données, vous augmentez ça et vous réduisez le modèle. Si vous dites je veux être équitable, ben vous mettez les mêmes valeurs. Ici, les mêmes valeurs, c'est-à-dire mon modèle, il va essayer de minimiser les erreurs de façon à ce que le modèle produise une solution, on va dire, qui équilibre le modèle piloté par les données et le modèle piloté par la physique. Mais après, donc, c'est ici, donc, dans vos contributions, il y a plein d'autres techniques. Je vous montre juste une façon de faire, mais on peut aller plus loin pour encore raffiner un peu ces techniques. Alors ça, vous le savez, pour entraîner un modèle, on a besoin de le nombre d'époques. Alors ici, le nombre d'époques, c'est 8000. En fait, chaque époque, vous savez, quand on entraîne, une époque, c'est une itération. C'est-à-dire, j'ai un réseau neuron, je fais forward, je lui donne input, il me donne l'output. OK? Et quand il me donne l'output, il faudrait que je calcule les erreurs. Et quand j'ai les erreurs, je dois minimiser l'erreur. Et pour minimiser l'erreur, je dois faire ce qu'on appelle la backpropagation, la rétropropagation. Donc, c'est-à-dire,
je vais essayer de changer les paramètres. Et quand je change les paramètres, et ça c'est une époque. Et après je refais, je donne encore les données, je recalcule, je regarde l'erreur et j'essaie d'utiliser donc généralement la descente des gradients, ou bien Adam ou l'optimizer qui permet de changer les paramètres. Et donc dans chaque itération où on change les paramètres, ça s'appelle une époque. Donc vous avez besoin de faire tourner votre modèle pendant l'entraînement, pendant plusieurs époques. La même chose, c'est un hyperparamètre. Vous commencez par 100, après 1000, après 2000, jusqu'à ce que vous obtenez une erreur qui est la plus petite possible. Et voilà, donc je veux juste, comme j'ai 8000 époques et je voudrais loguer des messages, à chaque fois que je passe 1000 époques, je vais afficher des choses. Je vais afficher l'erreur, où est-ce que je suis, etc. Je vais pas afficher l'erreur pour chaque époque parce que sinon ça va me faire 8000 affichages. Je vais pour chaque 1000 époques, je fais un affichage. Et comme ça va m'afficher 8 lignes, c'est-à-dire pour chaque, donc ça me donne une évolution c'est-à-dire de l'entraînement. Et voilà, donc l'entraînement, ça se fait comme ça. Donc train, donc cette fonction-là, donc il va entraîner le modèle. Je lui donne le modèle. Et puis ici, bon, ça je l'ai ajouté. C'est juste pour dire est-ce que je veux prendre en considération les pins ou non. Donc j'ajoute le paramètre with pin. S'il est égal à true, ça veut dire que je prends en considération le modèle de la physique. S'il est égal à false, c'est-à-dire je prends en considération que le loss lié aux données, je travaille pas avec le modèle physique. Donc comme ça vous donne une idée un peu comment vous pouvez paramétrer. Donc pour entraîner, donc on a besoin d'un optimizer. Alors ici donc je vais utiliser Adam. Donc c'est un optimizer qui est assez connu. Et ici donc je vais lui donner je vais lui demander de m'optimiser l'ensemble des paramètres de mon modèle. C'est-à-dire parce que mon modèle ici le réseau de neurones, tous les poids des connexions plus les billets, donc c'est les paramètres. Donc c'est ces paramètres qu'il doit régler, il doit les optimiser de façon à ce que il va chercher à minimiser l'erreur si vous voulez. Alors pour cela, donc généralement, il a besoin de learning rate, c'est-à-dire la vitesse d'apprentissage. Alors par défaut, généralement, on va utiliser 0,01, mais si également c'est un hyperparamètre, vous pouvez utiliser 0,2, 0, etc. Bon, ça c'est une valeur. Alors maintenant, je vais commencer par aller vers le mode d'entraînement. Alors je vais utiliser modèle train. Alors il faut faire attention parce que ça, pour quelqu'un qui travaille peut-être avec TensorFlow, quand on fait train, on peut croire qu'on est en train de lancer l'entraînement. Non. Alors train, c'est juste, c'est que vous dites au modèle, je vais être dans l'état d'entraînement. C'est-à-dire, je positionne mon modèle dans le state, dans l'état d'entraînement. Je vais entraîner. À chaque fois que je vais commencer l'entraînement, je fais train. Comme quoi, je suis dans le state, l'état train. Et après, il y a eval. Alors tout simplement pourquoi? Parce que quand on fait train, il sait que par défaut, il doit calculer les gradients, il doit calculer les graphes, ces graphes quand il fait les calculs, il doit établir les graphes de calcul. Mais quand on est dans le modèle eval, c'est-à-dire on fait que la prédiction, alors il n'a pas besoin de faire ça parce qu'il fait que la prédiction. Donc ici donc voilà. Donc avant de lancer l'entraînement, donc n'oubliez pas ça. Donc on va positionner le modèle dans l'état train. Et puis voilà, donc on fait une boucle pour chaque époque dans l'intervalle, dans le nombre d'époques. Donc je vais faire varier l'époque de 0 jusqu'à 8000 pour chaque époque. Et bien qu'est-ce que je fais? Je vais initialiser optimizer 0 gradient. Je vais initialiser les gradients. C'est-à-dire le gradient, je l'ai initialisé. Pourquoi? Parce que pour chaque itération, il a besoin de calculer le gradient. Et généralement, si vous initialisez pas le gradient à 0 à chaque fois, il fait un cumul. C'est-à-dire à chaque itération, il calcule le gradient et il ajoute le gradient de l'itération précédente. Et là, bon, il y a des situations où on a besoin de ce genre de situation, mais dans notre cas ici, non. C'est-à-dire à chaque fois, chaque époque, j'initialise les gradients et je recalcule des nouveaux gradients. Donc voilà, donc c'est pour cela qu'il faut faire ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais maintenant utiliser les fonctions. Alors c'est quoi notre maintenant loss? Loss data. Loss, c'est quoi? C'est d'abord loss data, c'est data loss. C'est cette fonction-là.
Ben, je lui donne le modèle tdata et tdata. Modèle tdata tenseur, c'est le tenseur. Rappelez-vous, donc j'ai converti mon vecteur en tenseur. Et après, tdata tenseur, c'est ce que je vous ai montré ici. Le petit détail, il ne faut pas l'oublier. Celui-là. Voilà, donc normalement ici, donc j'ai mon loss classique. Si je fais que deep learning, donc c'est ça mon loss, donc je vais le minimiser. Mais cette fois-ci, ce loss, je vais lui ajouter le loss lié euh, au DO loss, c'est-à-dire les équations aux dérivées partielles, et puis donc le loss qui est lié aux conditions initiales. C'est pour cela que je vais faire ici, je vais faire un test. Rappelez-vous, donc j'ai ajouté ici un paramètre. Je vais faire if with pin égale à 0, c'est-à-dire si je veux entraîner avec, si je veux prendre en considération le modèle physique, et bien je fais tout simplement, je vais, voilà, loss ODE, ben j'appelle physics loss, c'est celle-là, ben je lui donne le modèle et le temps, vous voyez, tdata tensor, et je vais également faire appel à initial condition loss. J'appelle cette fonction-là. Il va me retourner donc le loss qui est lié aux conditions initiales que je vous ai expliqué. Et puis dans ce cas-là, je vais calculer le loss. C'est quoi le loss global? C'est lambda data, c'est-à-dire dans notre cas ci de multiplié par loss data plus lambda ODE, c'est 8 multiplié par le loss lié aux dérivés partiels. Et puis donc il y a le loss qui est lié, le lambda 3 si vous voulez, qui est lié aux conditions initiales. Donc je répète, donc je suis dans cette situation-là parce que je multiplie donc par lambda 1 fois loss 1, lambda 2 fois loss 2, lambda 3 fois loss 3. Pourquoi je ne peux pas considérer les loss avec la même pondération. Il y a toujours à un moment donné, vous jouez sur les pondérations jusqu'à ce que vous trouvez c'est-à-dire en quelque sorte, si le loss lié à la physique est très grand, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train d'encourager votre réseau de neurones à respecter la physique. Vous lui dites, va, respecte mieux le modèle de la physique. Alors si le modèle qui est lié aux données, il est plutôt le coefficient de pondération pour les données est très grand, donc vous lui dites, oui, tu prends en considération la physique, mais je veux quand même que tu te concentres sur l'expérimental. Alors si c'est pas le cas, c'est-à-dire si on ne veut pas utiliser les pins, dans ce cas-là, on va supposer que le loss est le data, c'est-à-dire on va prendre en considération que ça. Et voilà, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Donc nous connaissons maintenant le loss, l'erreur, c'est ça l'erreur. Alors maintenant qu'est-ce que je fais? Je fais loss maintenant backward. Alors backward, maintenant c'est là, il va utiliser l'optimizer. Donc backward, c'est déjà, c'est en quelque sorte, c'est-à-dire on sera on va initialiser l'état, donc on va faire la rétropropagation si vous voulez du gradient. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors maintenant pour optimiser, maintenant si vous voulez demander à l'optimizer d'optimiser les paramètres, on va utiliser optimizer step. Alors step, qu'est-ce qu'il fait? Bon, c'est beaucoup de boucles, il va vers les paramètres, il va changer tous ces paramètres-là, les poids des neurones, et après il va les changer de façon, bien sûr il utilise le gradient, c'est le gradient il utilise ce gradient pour pouvoir minimiser l'erreur tout simplement. Donc en quelque sorte l'optimizer, lui, vous lui donnez une erreur et il sait comment il va régler les paramètres pour que la prochaine fois que cette erreur soit plus réduite. Et on essaie une deuxième fois, l'erreur elle est encore là, on va encore lui dire step. Donc step c'est optimiser, il optimise une étape. Et puis on va loguer, c'est-à-dire si l'époque plus 1 parce que ça commence à partir de 0, c'est-à-dire s'il est divisible par 100, par ici 1000, c'est print every, si c'est 1000, c'est égal à 0, si le reste est égal à 0, c'est-à-dire
Si l'époque égale à 1000, je vais afficher tout simplement l'époque, le numéro de l'époque sur le nombre d'époques. Et le total loss, j'affiche tout simplement le loss qu'on a calculé, item, c'est-à-dire parce qu'en fait c'est un tensor, donc ici je vais utiliser item et je fais le format, par exemple 6 chiffres après la virgule si vous voulez. Bon, ça c'est la fonction d'entraînement, c'est presque un copier-coller que vous allez retrouver dans vos systèmes. Alors maintenant on va tester, et pour tester qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va créer notre modèle. Donc ici je vais créer donc deux modèles. Donc le premier modèle no pins. Alors je fais pin. Donc rappelez-vous, je crée une instance de la classe pin que j'ai créée ici. Et je vais lui donner le nombre le nombre de neurones dont chaque couche cachée c'est 30. Et un autre modèle pour lequel je vais utiliser les pins. Comme ça je vais avoir les deux. C'est-à-dire sans pins, voilà ce qui va se passer. Et vous allez remarquer que nous allons avoir un overfitting. Et avec pins, voilà ce qui va se passer. Alors pour le moment, ces deux modèles, c'est la même chose, c'est la même structure. Et puis donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais entraîner, je vais faire appel à train, vous voyez, train, je lui donne le modèle, et je vais lui dire with pin is égal à true ou false. Donc on va entraîner modèle no pins, c'est-à-dire ce modèle-là, ici sans avec with pins égale à false. Et puis la même chose ici, donc j'appelle train, modèle with pins, cette fois-ci égale à true. Donc si je lance l'exécution, donc je vais avoir cet affichage. Alors vous voyez donc j'affiche chaque 1000 époques, vous voyez ici 1000 sur 8000, j'affiche le loss. De 1000, j'affiche le loss. C'est pour cela ici donc je fais ça. Si la division du nombre d'époques divisé par le nombre, si le reste est égal à 0, c'est-à-dire c'est un multiple. Si l'époque actuelle c'est un multiple de 1000, voilà, donc c'est-à-dire pour 1000, ça va me donner ça, le loss. Et je vois bien que le loss, il diminue, il diminue, il diminue. Vous voyez, il atteint ici un 0. Normalement, déjà ici, à 6 chiffres après la virgule, à partir de 6000 époques, je vois que mon algorithme, il a déjà convergé. Alors que pour, par exemple, le modèle, celui-là, avec les pins, je vois ici le loss, il est à 63 jusqu'à 0,3. Il n'est pas encore à 0. Ça veut dire que techniquement, si je veux que mon modèle pins aille jusqu'au bout, j'ai intérêt à augmenter le nombre d'époques. C'est-à-dire le 8000, peut-être c'est pas suffisant. Je vais augmenter jusqu'à ce que j'obtiens un loss qui approxime les 0. C'est-à-dire jusqu'à ce que le loss ne change pas. Parce que parfois, il ne va pas atteindre 0. Parce qu'à un moment donné, ça y est, donc il reste sur la même valeur. C'est à ce moment-là que vous dites. Donc normalement, techniquement ici, 8000, c'est pas suffisant parce que je vois que l'erreur, elle est 0,3. J'ai encore l'espace pour aller encore faire les réglages. Et donc, nous avons l'entraînement. Maintenant, on va faire l'évaluation. Alors pour l'évaluation, donc je vais prendre le modèle pins eval. Donc maintenant, je suis dans le mode eval, évaluation. Tout à l'heure, on était dans le mode train. Oui, modèle train, c'était le mode train, là mode eval. Quand je fais la prédiction, je passe en mode eval pour les deux modèles. Et bien qu'est-ce que je fais? Donc je vais d'abord utiliser donc NumPy line space. Donc entre tmin et tmax, j'ai besoin de 100. Alors 100, c'est-à-dire j'ai besoin entre 0, parce que dans l'entraînement j'ai que 10 données. Maintenant j'ai obtenu le modèle, et ce modèle il est capable de me donner ce qui se passe dans l'intervalle de temps. Et bien entre 0 toujours et combien et 2, je vais cette fois-ci chercher 100 instants. Alors ici donc je vais faire un reshape comme tout à l'heure. Donc ici comme c'est un le nombre de lignes c'est calculé automatiquement. Ici il y a une seule colonne. Et puis donc je vais le convertir en tensor ici. Tâche tensor dplot ici. Et puis donc je vais utiliser le modèle. Alors je fais modèle no pins. C'est-à-dire qu'il n'utilise pas les pins. Je lui donne le temps. C'est-à-dire ce temps-là entre 0, l'ensemble des intervalles des instants des échantillons entre 0 et 100.
et il me fait predict. Donc il fait la prédiction. Et quand on fait predict, alors avec PyTorch, on va faire des touches et on va le convertir en NumPy. Donc il faut pas oublier de le faire. On va détacher, comme ça il va essayer de se détacher du graphe de calcul qu'il fait. C'est une façon c'est en fait ça, c'est PyTorch tout simplement. Et après NumPy. Donc je le convertis en un tableau NumPy cette fois-ci. Donc j'ai ici mon tableau NumPy parce qu'après je vais plotter. Donc c'est hpredict. Si vous voulez, c'est hpredict sans utiliser les pins. Et puis je fais la même chose. With pins. Je fais modèle pins, je lui donne le temps, il me donne le résultat. Ici, modèle pins plot. Voilà, ça me donne ça. Et puis donc j'ai la solution exacte, je la connais déjà, c'est true solution. La solution exacte, je fais tplot, il me donne ça. Et puis maintenant, je vais tracer tout ça. Alors, je vais utiliser figure, scatterplot. Donc ça, c'est tdata, hdata noisy. Bon, ça, c'est les points de départ que j'ai représentés tout à l'heure. Ça, c'est les points de l'expérience. Et puis, je vais faire plot. Je vais représenter la solution exacte, soi-disant physique, par rapport au temps. C'est ce que je fais là voilà, avec des pointillés comme ça. C'est celui-là. Oui, donc c'est une forme classique ici. Alors, et puis je vais plotter hpredict no pins. Donc déjà, c'est hpredicted with pins, c'est-à-dire cette fois-ci c'est en bleu. Mais avant de voir le bleu, on va regarder d'abord sans pins. Alors ici, donc hpredict no pins, c'est ici en rouge. Alors vous voyez donc maintenant, si on n'utilise pas les pins, regardez notre modèle. Notre réseau de neurones, il va essayer de fitter, de passer, en fait, il passe sur tous les points de l'expérience. Et ça, quand il passe sur les points de l'expérience, ça, c'est un peu pas bien. Pourquoi? Parce que c'est un overfitting. Normalement, ce modèle-là, il n'est pas... C'est-à-dire, on a des bruits. Ces bruits-là, normalement, c'est des bruits. Normalement, il fallait détecter dans la réalité, il faut les supprimer, etc. Bon. C'est-à-dire, en réalité, si vous voulez avoir un modèle, il faut chercher un modèle qui va pas passer par les points. Ça sert à rien de suivre le bruit. Le bruit, c'est pas une réalité. Et donc, vous voyez ici, on n'a pas empêché notre modèle à suivre les données bruitées. Mais par contre, si j'utilise les pins, c'est ce que vous voyez ici. Donc, je représente les pins, ça c'est en bleu. Et en bleu, j'ai quelque chose de... Voilà, ce que vous voyez là. Vous voyez, donc c'est... Ce que vous voyez là en bleu, en même temps, il respecte le modèle qui est en rouge, c'est-à-dire les données de l'expérience. Et en même temps, il respecte le modèle physique. Le modèle physique, c'est approximé parce qu'il y a des hypothèses. Et le modèle en rouge, c'est purement l'expérience, il y a du bruit. Et après, maintenant, le modèle que vous voyez là, c'est un modèle qui est plus proche de la réalité. Mais est-ce que ça, c'est l'idéal? Non. Normalement, ici, on va encore augmenter le nombre d'époques. Et après, peut-être, on va obtenir un modèle bleu comme ça, qui a la même forme, comme ça, qui aura la même forme que ce qu'il a en noir, théorique, mais qui est assez logique. Donc d'ailleurs, on peut le constater là, vous voyez donc ici le loss, il y a encore, il faut augmenter le nombre d'époques. Voilà, alors je pense que j'ai fait le tour, alors il faudrait juste à faire une simulation. Bon. Alors ici, j'ai un notebook que j'ai créé, donc je vais juste exécuter ça, une démonstration. J'ai aussi un notebook dans lequel j'ai donné beaucoup d'explications. Ça, c'est vraiment très détaillé. Chaque partie de code, donc ça explique. Voilà, donc je reviens à la base. Bon, je vais importer, j'exécute. Alors ça c'est le modèle. Alors j'importe.
Ça, c'est, ici, vous voyez, donc je génère les données expérimentales, des données avec bruitées, si vous voulez. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez. Alors ici, donc, je les transforme en data frame. J'ai ici les données T. J'ai plutôt ça, c'est les données expérimentales bruitées. Et après, j'ai les données analytiques, physiques. Et puis, donc, je représente les données. Vous voyez ici, donc, j'ai les points en rouge, c'est les données expérimentales, scatterplot. Et là, ce qui est en bleu, c'est la valeur, c'était la sortie analytique, physique. Alors là, je crée le modèle, comme je vous ai montré tout à l'heure. Modèle basé sur PyTorch, c'est-à-dire celui-là. Et puis ici, donc, la fonction qui dérive, voilà, qui fait le gradient, qui calcule le gradient du réseau. Et après les loss, j'ai loss physique, j'ai loss condition initiale, et j'ai le loss notamment lié aux données. Voilà. J'ai ici donc les paramètres lambda 1, lambda 2, lambda 3. Le nombre d'époques ici 8000 toujours. Je laisse. Je vais, c'est la fonction train. Et maintenant je vais, voilà, donc je crée les deux modèles pin avec, plutôt un modèle avec pins et un modèle sans pins. Alors je vais entraîner les deux. Alors voilà le premier, donc vous voyez donc chaque, bon c'est rapide, donc vous avez 8000 époques, le premier il est entraîné. Vous voyez ici donc j'arrive quand même sans pins, sans loss physique. J'ai ici déjà le modèle, ça y est, il est parfait, mais il faut faire attention parce que normalement, il faut, notre dataset, il faut le découper en données d'entraînement et les données de test. Et après, il faut le valider avec les données de test pour être sûr qu'il n'y a pas un overfit. Mais ici, pour le moment, il y a forcément un overfit. Ici, donc là, les 8000 époques sont terminées, donc il fait voilà, donc le modèle est entraîné. Je suis dans le mode eval, voilà, et le mode eval aussi de mon réseau avec 100 pins. Et puis je vais faire plot, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ça me donne ce que je vous ai montré, effectivement, ça. Alors maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est de changer. Ici déjà, je sais que 8000, c'est pas suffisant. Je vais mettre par exemple 20 000. 20 000 époques. Je crée un nouveau modèle et je fais l'entraînement. Alors oui, donc pour 20 000 époques, déjà ici c'est beaucoup pour... là c'est pour... mais pour... c'est-à-dire le modèle avec... alors là je dis 100, vous voyez. Là ça me donne quelque chose jusqu'à 0,15. Mais à partir de là, ça y est, donc vous voyez, c'est le maximum qu'il peut atteindre le loss, c'est 0,15. Et puis donc, je représente encore mon modèle. Je regarde ce qui se passe. Vous voyez, c'est un peu différent cette fois-ci. Vous voyez, le modèle, il va comme ça. Et après, je vais dire, là, c'est pas ce que je veux. Qu'est-ce que je dois changer? Eh bien, je change les paramètres. Alors maintenant, c'est-à-dire ici, vous allez dire le coefficient lambda. Alors ici, donc, je vais plus influencer. Je voudrais que le modèle physique influence plus le modèle. Donc, je vais mettre ici, par exemple, 20. Et je réexécute. Alors, pour aller plus vite, je vais pas mettre 20 000, je vais mettre 8 000. Donc, voilà. Vous voyez, donc, c'est un peu ça l'expériment. Vous allez faire, c'est en fait, c'est des paramètres que vous allez déterminer de manière empirique. Et vous allez exécuter jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose euh, qui est proche de la réalité. Mais pour pouvoir le valider, il vous faut des métriques et calculer donc c'est-à-dire le score de votre modèle. Et ça, je suppose, c'est des choses que vous savez faire. Une fois que vous avez un modèle entraîné, alors ici donc pour
notre cas. Oui, ah oui. Oui, donc cette fois-ci, donc j'ai augmenté le poids lambda 2 pour le modèle physique, et là j'obtiens cette fonction bleue. Je vois bien que il suit le modèle physique, ce qui peut être plus réaliste. Il n'y a pas de overfitting parce qu'il ne suit pas les bruits, mais en même temps, ce n'est pas le modèle physique. C'est-à-dire, vous avez un modèle, ça c'est le modèle PINS, mais qui est plus proche de la réalité. Donc, en quelque sorte, pour les physiciens en tout cas, pour ceux qui font les maths appliquées, c'est que ce modèle-là, avec les points, c'est quelque chose de théorique, dans lequel il y a beaucoup d'hypothèses. On a négligé le vent, on a négligé pas mal de choses. Mais le modèle avec ce que vous voyez en bleu, c'est un modèle physique dans lequel on a pris en considération le vent, on a pris en considération des hypothèses qu'on avait négligées pendant c'est-à-dire notre modélisation. Bon, je pense que voilà. Donc, alors maintenant, pour aller plus loin, bon, j'ai vraiment fait cet effort un peu de vous donner cet exemple-là. C'est un cas plus simple. Mais après, il faut aller vers maintenant des petits détails. Bon, avec des problèmes à des variables, à plusieurs variables en entrée, plusieurs variables en sortie. Bon, c'est le même programme le même code, sauf que vous allez un peu adapter ça en fonction de votre cas. Et voilà. Donc, je pense que je n'ai rien oublié. Alors, en résumé, donc, les PINS, ça veut dire Physics Informed Neural Network. C'est des modèles de réseaux de neurones artificiels informés par la physique. Bon, ça c'est le titre que j'écris là. Apprenez à votre réseau de neurones à respecter la physique. Et ça, c'est vraiment, maintenant, c'est-à-dire les gens qui qui travaillent beaucoup dans l'intelligence artificielle. Et ça, c'est important. Vraiment, c'est important parce que dans la recherche, ça fait ces dernières années, donc il y a une activité incroyable qui se fait dans ce domaine. Et donc, parce que d'ailleurs, le futur de l'intelligence artificielle, c'est respecter la physique, c'est-à-dire c'est des modèles physiques. Alors maintenant, ça commence par ça, mais après, vous allez voir, il y a il y a plein de dérivés. À partir des pins, vous allez trouver plusieurs dérivés des pins qui sont améliorés dans la recherche. Il y a encore beaucoup de travaux de recherche qui peuvent se faire à ce niveau-là. Voilà, donc j'espère qu'avec cette démonstration, donc ça permet de vous donner une idée, mais d'éclaircir un peu comment travailler avec les pins, comment en fait encourager les modèles pilotés par les données à respecter la physique. C'est un peu, il n'y a pas mieux que cette conclusion. Encourager les modèles pilotés par les données, qui peuvent être entraînés avec des données qui sont bruitées, on va l'encourager à ne pas être confiant. On va lui dire, tiens, bon, tu es entraîné, j'ai une métrique qui est pas mal, mais essaye au moment de l'entraînement, de regarder ce qui se passe dans un modèle physique qui est approximatif. Au moins, essaye de regarder est-ce que ton modèle, il ressemble. C'est pas exact parce qu'on ne veut pas reproduire le modèle physique. Si on reproduit le modèle physique dans lequel il y a les hypothèses, c'est pas ce qui nous intéresse. Mais plutôt, c'est un peu dans cette simulation, c'est le bon exemple que vous voyez ici. C'est vraiment intéressant parce que ce bleu, c'est-à-dire cette courbe en bleu, ça a l'air, il faut le prouver bien sûr avec une métrique, ça a l'air voilà, de respecter l'allure de la physique, mais en même temps, il prend en considération les données de l'expérimental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un modèle dans lequel on prend en considération les hypothèses qui ont été négligées dans le modèle analytique. Voilà, bref. Très bonne journée, à bientôt. Salam alaikum.